Donc bonjour, pour peut-être me présenter très rapidement, pour expliquer en fait pourquoi je vais vous parler de ce qui va suivre. Donc je suis juriste à l'Institut Paris Région et je suis dans l'équipe en fait qui est en charge du suivi du schéma directeur de la région Île-de-France actuellement en vigueur et aussi qui suit d'un point de vue technique, enfin qui participe d'un point de vue technique à la révision futures SDRIF, voilà, qui se profile. Et puis par ailleurs aussi, on a participé, enfin on participe toujours à d'autres exercices de planification stratégique à travers les schémas de cohérence territoriale, d'où les illustrations que je vais vous présenter. Alors, c'est difficile de passer après une intervention aussi riche. Et alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, une déception, mais je ne vais peut-être pas être aussi technique que ça. Mais en fait, je compte sur vous pour rebondir par le biais de questions, approfondir certains aspects. Je vais avoir une approche un petit peu globale. Alors, très rapidement, en introduction, je ne vais pas refaire l'historique, je vous rassure, des différentes lois. Mais c'est vrai que la question de l'objectif zéro artificialisation nette, depuis le plan biodiversité, c'est quand même un sujet qui occupe une place importante dans le débat et, si je puis dire, même qui nous obsède un petit peu depuis plusieurs années. On espérait tous que la loi climat et résilience serait un peu une délivrance sur le sujet, que d'un seul coup tout s'éclairerait. Je pense que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais évidemment, cette loi, comme le rappelait Philippe, ce n'est pas une loi qui s'inscrit sur une page blanche de la planification. Et le vrai sujet, celui de la sobriété foncière, c'est déjà un sujet qui est à l'œuvre depuis, on va dire, de façon un peu ancrée d'un point de vue législatif depuis la loi SRU de 2000, et un sujet qui a été approfondi au fil de différentes lois, la loi Grenelle 2, la loi LUR, pour ne citer que celle-ci, qui ont augmenté les exigences à l'égard des documents d'urbanisme, principalement. Et donc, vous disiez tout à l'heure que la question du chiffre est particulièrement obsédante avec le ZAN. Bon, la question du chiffre, elle n'était pas absente auparavant, mais elle était abordée un peu différemment. Là, comme tu le rappelais à l'instant, Yann, il y a tout ce qui participe au diagnostic du territoire, évaluer les besoins démographiques, d'emploi, etc. C'est aussi les chiffres. Avec beaucoup d'arbitrage aussi, de déclassement déjà qui pouvait avoir lieu ou autre, notamment je pense à des zones d'activité, oui, etc. Oui, tout à fait. Donc il y avait déjà un peu cette question du chiffre. Et puis bien sûr, les chiffres, en termes d'objectifs de maîtrise de la consommation d'espace, ça c'est déjà un sujet qui est bien ancré dans les démarches au niveau des PLU et des SCOT. Donc on avait déjà cette approche, mais les termes du débat ont un petit peu évolué quand même. Donc, pardon, je vais bouger mon PowerPoint, mais ce n'est pas moi qui ai la main. Merci. Donc là, avec la frise qui précédait, on a vraiment le sentiment d'une évolution assez linéaire, une loi climat qui s'inscrit dans le sens de l'histoire, l'évolution des politiques urbaines, c'est un fait. Malgré tout, je pense qu'on avance sur le sujet. Mais je voulais souligner aussi un petit peu un paradoxe un peu législatif où on observe des mouvements de va-et-vient quand même par rapport à ces questions. C'est que d'un côté, le niveau d'exigence à l'égard des documents de planification et particulièrement des documents d'urbanisme, il va en augmentant. Donc, il faut réussir après à gérer au sein de ces documents toutes les tensions qui peuvent exister entre répondre aux besoins en construction de logements, en développement d'emplois, pour ne citer que ces sujets-là, et aussi d'autres sujets comme développer les énergies renouvelables. Donc, il y a vraiment une exigence très importante à ce niveau-là. Ça devient quand même un exercice extrêmement technique, on ne peut pas se le cacher. Et en parallèle, ou juste derrière les lois qui sortent, on a toujours des textes qui visent à accélérer la sortie des projets. Donc, je ne conteste pas l'enjeu de cet objectif, mais on dit toujours la planification elle est trop rigide, il faut construire, par exemple, où il y a des intérêts économiques aussi à satisfaire. Et du coup, on a régulièrement des textes qui viennent introduire des nouvelles procédures des nouveaux dispositifs pour assouplir, par exemple, la concertation, la participation du public, parce que bon, c'est bien, d'un point de vue démocratique, c'est intéressant, mais ça prend du temps quand même.
et puis aussi toutes les procédures dites d'exception qui permettent d'adapter plus rapidement les différents documents de planification pour permettre un projet. Et après la classique DUP, on a vu les déclarations de projet. Alors, je vais faire une liste un peu technique, une liste à la Prévert qui va vous faire sourire, mais on a vu fleurir d'abord les procédures intégrées pour le logement, puis pour l'immobilier d'entreprise, puis pour les Jeux Olympiques, puis pour les unités touristiques nouvelles en montagne. Qu'est-ce que j'ai oublié aussi? Les établissements pénitentiaires, un petit peu moins connus, et dans la période plus récente, les grandes opérations d'urbanisme et les opérations de revitalisation territoriale. Alors, c'est des exceptions, certes. Je ne sais pas si dans les faits, elles sont beaucoup utilisées. Ce serait intéressant d'avoir un retour de terrain là-dessus. Mais quand même, dans le principe, ça interroge, c'est-à-dire donner la possibilité finalement d'apporter, excusez-moi l'expression, un peu des coups de canif dans une planification qui demande un certain temps de concertation et d'élaboration, ça interroge. Enfin, voilà, d'un côté, on veut des documents très qui permettent, qui visent un peu à rapprocher les différentes contradictions. Ça prend du temps, ça demande des échanges. Et puis d'un autre côté, paf, on permet dans un certain nombre de cas de faire passer le projet un peu en force. C'est peut-être un petit peu caricatural, mais je trouve que c'est important de mettre en avant ce paradoxe d'un point de vue législatif et réglementaire. Un droit à déroger. Voilà, et j'ai oublié les dérogations. Il y a les dérogations aussi, parce que ça, c'est encore un autre système, mais il y a ça aussi, effectivement. Le pause suivante. Non, voilà, c'est là, merci. Alors, je vais dire un mot, évidemment, sur la loi climat, mais je ne vais pas rentrer dans un haut niveau de détails techniques. Il me faudrait plus de 20 minutes, très largement, pour la décrypter. Et je voudrais juste peut-être mettre en avant un certain nombre d'éléments un peu repères par rapport à ça. Donc, dans la loi climat, il y a tout un tas d'apports, et d'un point de vue de l'urbanisme, en fait, il y avait une évolution assez majeure, c'est cette évolution de l'approche consommation d'espace à l'approche artificialisation. On joue un peu sur les mots, mais en fait, derrière les mots, il y a deux approches finalement assez différentes. L'un des enjeux majeurs de la loi climat, en fait, c'était de mieux prendre en compte les sols, dans la planification notamment, et de dépasser un peu cette approche, comment dirais-je, pas purement horizontale, mais en surface, en fait. C'était ça l'enjeu au départ, en tout cas, de mieux intégrer la question de la multifonctionnalité des sols. Bon, en force de débat parlementaire, on arrive, excusez-moi, à un résultat qui est, selon moi, un petit peu baroque. C'est que, pour rappel, dans la loi, on a finalement une double définition de ce que pourrait être l'artificialisation, une définition un peu plus scientifique qui rejoint des préoccupations d'un point de vue écologique, donc vraiment la question de l'atteinte à la multifonctionnalité des sols, et puis une approche qui se veut plus pragmatique, c'est comment on fait pour s'en saisir dans les documents d'urbanisme. Et on n'a pas encore une certitude tout à fait des contours de cette deuxième définition, mais on sent quand même que ça ne se rejoint pas tout à fait. Alors, en quelques mots, en fait, quand on parle de consommation d'espace et d'artificialisation, de quoi parle-t-on? Quelles sont les différences majeures sans rentrer dans un détail? C'est que la question de la consommation d'espace, c'est une notion qui nous est assez familière, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre des documents d'urbanisme, SCOT et PLU. C'est plutôt l'approche, on mesure l'étalement urbain. Sur la diapo, en fait, c'est cette image à gauche où on voit en rouge l'enveloppe urbaine et en vert les espaces naturels, agricoles et forestiers auxquels on n'a pas touché. Si on prend la photo de droite, en fait, on voit clairement la ville qui avance sur les terres agricoles, pour synthétiser un petit peu le propos. La question de l'artificialisation, en fait, approcher l'artificialisation, elle doit permettre de mesurer un peu plus finement ce qui se passe dans l'enveloppe urbaine, d'une part, mais aussi ce qui se passe dans les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et si on prend la photo de droite, là, on est plutôt à l'échelle de la parcelle ou infraparcellaire. Et si on prend la photo de droite, en fait, c'est s'intéresser dans l'enveloppe urbaine, par exemple, au jardin du Pavillonnet. Après, il y a encore des questions de savoir si c'est artificialisé ou pas. Selon les textes, c'est autre chose.
mais c'est un peu l'idée, quoi. Et c'est ce qui va permettre aussi de regarder plus finement ce qui se passe, par exemple, dans les espaces agricoles pour aborder le mitage. Les installations qui peuvent se développer, des installations agricoles, mais aussi des installations support d'énergie renouvelable, éolienne, méthanisation, etc. Donc, effectivement, selon moi, les contours de l'artificialisation ne sont pas encore complètement arrêtés. Comme ça a été mentionné ce matin, il y a un décret qui fait l'objet d'une consultation publique. Pour moi, il y a encore des zones d'ombre sur la classification de ce qui peut être considéré comme artificialisé ou non. Au travers de tout ça, c'est vrai qu'on a vraiment une obsession pour la calculette ces derniers temps, qui me semble un peu dommageable. Il ne faudrait pas oublier l'objectif majeur de tout ça, c'est quand même de progresser sur la question de la sobriété foncière. Donc, le législateur, étant donné qu'on n'a pas encore tous les outils qui permettent d'appréhender ce qui constitue des surfaces artificialisées ou non, et dans l'attente d'un outil qui devrait être développé à l'échelle du territoire national, normalement d'ici 2024, l'OCSGE, l'occupation de surface grande échelle, j'oublie toujours le terme exact. L'occupation du sol à grande échelle. Voilà, c'est ça. Qui est un outil qui devrait être à la disposition de toutes les collectivités d'ici peu, et qui va résoudre tous nos problèmes d'appréhension d'artificialisation. Dans cette attente, en fait, le législateur a prévu un peu une période transitoire en disant pour les 10 ans à venir, on va se concentrer sur la réduction de la consommation d'espace, donc une approche plus globale avec les outils qu'on a l'habitude d'utiliser les uns et les autres. Et puis après, on se concentrera sur la réduction de l'artificialisation. Alors, moi, je dis que ce n'est pas parce que là, on a une invitation très directe pour la décennie à venir que ça occulte cette nécessité toujours de s'intéresser à cette mesure de l'étalement urbain. Ça restera un sujet complémentaire pour toutes les années à venir. L'artificialisation, c'est un sujet, ça va s'intéresser aux ZAN, c'est aussi comment essayer de progresser sur la renaturation dans l'enveloppe urbaine notamment, mais il y a toujours cet enjeu de limitation de l'étalement urbain qui est toujours un objectif fort en matière de politiques urbaines et de planification, qui n'est pas du tout occulté, qu'il ne faut pas oublier. Merci Paul. Et alors, sur le contenu de la loi climat par rapport au sujet de la sobriété foncière, donc, une fois encore, je ne vais pas rentrer dans un haut niveau de détail. Je dirais que c'est une loi qui s'inscrit dans la continuité des textes précédents, qui met un focus important quand même sur les questions de calendrier. C'est là où on a quand même un fort coup épais dans les reins pour faire évoluer la planification. L'objectif phare, l'objectif ultime étant qu'on arrive au niveau national et même au niveau régional à un zéro artificialisation nette en 2050. Et avant de parvenir à cette ligne d'arrivée, on a différentes étapes qui sont prévues, et notamment cet horizon de 2031, horizon auquel les schémas régionaux d'aménagement dans les différentes régions, donc, et à défaut d'évolution en ce sens, les SCOT, doivent prévoir de réduire la consommation d'espace. Alors, d'une façon générale, cet objectif de réduction de la consommation d'espace, il est de 50%, mais pas dans les régions ayant un schéma spécifique, c'est-à-dire l'Île-de-France, les régions outre-mer et la Corse, qui ont des schémas régionaux à statut spécifique. Alors, on doit s'arranger entre régions peut-être pour respecter l'équilibre final, mais ce n'est pas réglé dans la loi. Donc, une plus grande marge de manœuvre de ce point de vue-là, notamment en Île-de-France. Donc, comme je viens de le dire, en fait, le premier cadrage pour la planification revient donc à la région. Donc, les différentes régions doivent se mettre en ordre de marche pour intégrer des objectifs qui vont permettre de définir cette trajectoire ZAN assez rapidement, puisqu'ils doivent être modifiés ou révisés selon la loi d'ici février 2024. À l'origine, dans la loi, c'était août 2023, mais la loi 3DS, toute récente, a donné un petit délai supplémentaire. Donc, d'ici février 2024, les schémas devraient avoir évolué.
Et puis, à la suite de ça, en fait, tous les documents d'urbanisme doivent se mettre un peu en ordre de marche, en cascade, et on voit que les échéances sont particulièrement rapprochées pour intégrer les objectifs du ZAN. 2026 pour le SCOT, pour faire août 2026, et 2027 pour les PLU. Et en fait, quoi qu'il se passe au niveau supérieur, disons que l'objectif à ces dates-là, c'est bien d'intégrer les objectifs et la trajectoire de zéro artificialisation nette, que ce soit par l'intermédiaire du schéma régional ou du SCOT, ou que ce soit directement au regard de la loi si au niveau supérieur, les documents n'ont pas réussi à tenir les échéances. Donc, c'est quand même assez resserré. Un mot très, très rapide sur les outils de planification, parce que la loi, elle a aussi apporté quelques modifications sur le contenu, peut-être moins du SCOT, parce que le SCOT avait déjà fait l'objet, entre guillemets, d'une modernisation par voie d'ordonnance en 2020. Donc, elle a un petit peu anticipé ces sujets-là, mais surtout un peu plus dans le PLU. Mais je dirais que ce n'est pas la révolution quand même des outils, parce que finalement, on retrouve, je trouve plutôt des principes, comment dirais-je, des principes qui sont un peu du bon sens. Enfin, je pense par exemple au fait que la loi dise plus explicitement, par exemple, que le PLU, notamment sur les questions de consommation d'espace, doit être cohérent par rapport aux besoins qui sont exprimés dans le diagnostic. Enfin, je ne sais peut-être pas les termes exacts, mais c'est l'idée. Je dirais oui, bon, ça, on n'avait pas besoin de la loi pour le savoir, et au contentieux, on a déjà vu des PLU, des SCOT censurés parce que la consommation d'espace est excessive par rapport aux besoins du territoire. Et bon, peut-être ça va mieux en le réécrivant. On a quelques outils qui ont été créés. Je pense que ça va être évoqué par la suite, donc je ne m'appesantis pas sur le sujet, mais 5 minutes. Alors, je vais pas en parler. Non, mais tu n'as pas peut-être parler sur les expériences. Oui. Non, alors très rapide. Non, je n'ai pas fini. Oui, donc il y a quelques outils, mais qui vont être certainement évoqués par la suite, donc je ne vais pas en parler, mais qui permettent d'aller un peu plus loin, notamment sur la renaturation. Et je dirais surtout que la tendance, c'est que le cadre se tend particulièrement autour du PLU. On voit que la marge de manœuvre, elle devient étroite véritablement pour consommer d'espace, et qu'il y a un fort enjeu de justification des choix qui sont opérés. Donc là, les taux se resserrent. C'est ce qu'on ressent. Voilà. Ah oui, c'est clair. Donc, je vais aborder, en fait, illustrer un petit peu mon propos avec des exemples franciliens, mais je vais rester un peu général. Avant ça, je voudrais quand même faire une petite remarque préliminaire sur les documents de planification, des évidences, mais j'aime bien les rappeler. C'est que tout à l'heure, j'évoquais la planification que certains trouvent trop rigide pour la réalisation des projets. Elle a été aussi un peu critiquée parce que jugée pas suffisamment efficace sur les questions de sobriété foncière. On dit voilà, l'artificialisation progresse toujours en France, on n'arrive pas à freiner celle-ci, donc c'est un peu un constat d'échec. Je voudrais quand même rappeler deux fondamentaux. C'est que l'exercice, les documents d'urbanisme en particulier, c'est le lieu où vont se régler un certain nombre d'enjeux contradictoires que j'évoquais rapidement tout à l'heure, répondre aux besoins du territoire, logement, emploi, etc., et préservation des espaces. Donc il faut arriver à replacer, faute d'équilibre, je dirais, le curseur au bon endroit, et selon les territoires, les préoccupations prioritaires ne sont pas les mêmes. Donc, ça demande un temps technique et un temps de concertation qui est non négligeable. Et le deuxième point, c'est qu'au-delà de cette complexité, il y a la complexité de l'articulation des différents plans, que vous évoquiez, Philippe, tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il y a plein de plans sectoriels, mais si on prend juste déjà l'enchevêtrement des documents d'aménagement et d'urbanisme, il y a deux choses. C'est que d'un côté, on a les schémas d'échelle régionale et puis les SCOT qui sont des documents stratégiques. Donc, leur vocation, ce n'est pas d'aller dans un détail réglementaire qui est celui du PLU. Chacun son job, je dirais. C'est une chose. Et puis, la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que chacun intervient à son niveau territorial. Et les collectivités ne peuvent pas... Il n'y a pas de tutelle d'une collectivité sur l'autre, c'est dans la Constitution.
Donc, il faut préserver une marge de manœuvre, une marge d'intervention pour les échelons territoriaux à côté et en dessous. Donc, tout ça, ça participe à un équilibre quand même qui est assez délicat à trouver pour imposer sans être non plus, sans verrouiller finalement les projets territoriaux aux différentes échelles. C'est quand même assez, c'est un jeu quand même un peu d'équilibrisme. Et tout ça, vu ces deux remarques-là, en fait, tout ça pour dire que eh bien, quand on prend la planification dans son ensemble, ça demande du temps, c'est du temps long, et on voit qu'elle rentre difficilement quand même très concrètement dans la seringue de calendrier qui est définie par la loi climat. En tout cas, c'est un challenge. Alors, ça peut avoir l'air un peu défaitiste, ce que je dis, c'est pas ça, il ne faut pas baisser les bras, évidemment. Mais je pense que c'est important d'avoir en tête aussi, parce que d'ici à ce que ce qui a été décidé dans un schéma régional atterrisse au niveau très local, ben, ça va prendre un certain temps. Et je pense qu'il faut arrêter de croire ou de faire croire qu'il suffit de simplifier les procédures. Aujourd'hui, on a une tendance à la modification simplifiée pour tout. Il suffit de simplifier les procédures pour dire qu'on va y arriver. Voilà. C'était un préliminaire un peu long, mais je trouve que c'est important de le garder en tête. Donc, du coup, maintenant, venons-en au SDRIF. Donc, le schéma directeur de la région Île-de-France, c'est une longue histoire de la planification en Île-de-France. Je ne vais pas refaire tout l'historique, mais les premiers schémas qui couvraient partiellement la région datent des années 30. Donc, on a pas mal expérimenté l'outil, on va dire. Il y a eu des évolutions de gouvernance. Pendant très longtemps, c'était un schéma de compétences étatique. Et la décentralisation, elle est arrivée tardivement en 1995. Et la région, en fait, elle s'est saisie de cette compétence seulement en 2004, quand elle a lancé sa première révision. Donc, pour arriver au SDRIF approuvé en 2013, toujours en vigueur. Pour autant, c'est une compétence régionale, mais avec toujours une élaboration associée avec l'État, l'État qui est quand même très présent, et qui se traduit notamment par une approbation par décret en Conseil d'État. En termes alors là encore, je ne vais pas refaire l'histoire du contenu des différents SDRIF, mais on peut noter quand même les évolutions par rapport à la question de la consommation d'espace sur les derniers schémas. On voit que le prisme évolue. Le SDRIF de 1994, on était encore à définir une enveloppe d'extension urbaine à consommer, donc plutôt une injonction à consommer de l'espace, même si c'était encadré. Le SDRIF de 2013, là, il s'est saisi du sujet de la limitation de la consommation d'espace. Il y a une enveloppe qui reste, d'un point de vue théorique, au prisme des différentes règles, qui reste encore assez large, mais son utilisation est limitée par un certain nombre de conditions à respecter dans les documents d'urbanisme. Je ne vais pas en faire la liste, mais par exemple, il faut prioriser la densification avant de s'étendre dans les documents d'urbanisme. Il y a un principe d'urbanisation en continuité de l'urbain existant. Enfin voilà, des choses comme ça. Et des espaces qui sont préservés de façon stricte qui font qu'on ne peut pas utiliser cette enveloppe n'importe comment. Alors, ça se traduit, je ne vais pas trop approfondir le sujet, mais d'un point de vue cartographique, notamment, on a des potentiels d'extension qui sont cartographiés, d'autres qui ne le sont pas. Voilà, il y a un certain nombre de règles. Et pour le futur SDRIF, en fait, avec les injonctions de la loi climat, là, il faut passer à un stade supérieur, c'est que non seulement il faut être plus limitatif encore, donc il ne s'agit pas juste de donner des conditions, mais il va vraiment falloir limiter le potentiel d'extension. Donc là-dessus, je ne vous en dirai pas plus, puisque là, on commence l'exercice. Rendez-vous dans quelques mois quand il y aura des premiers éléments à communiquer. Mais voilà, on est à une période charnière. Un mot vraiment pour donner quelques chiffres et un petit peu situer l'Île-de-France. Donc, il y a un bilan du SDRIF approuvé en 2013 qui a été réalisé en 2019 et qui a permis de se situer un petit peu où est-ce qu'on en était par rapport à ces questions de consommation d'espace. Pour donner vraiment en deux chiffres le contexte francilien, en 2017, en fait, on constate que on constate déjà une évolution plutôt positive, c'est que l'extension urbaine elle a quand même ralenti depuis les années 2000. C'est un mouvement un peu global, je dirais, au niveau national.
mais que l'artificialisation, elle reste encore importante. C'est 23% du territoire qui est artificialisé. Et si on compare par rapport au territoire national, c'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Donc, une forte artificialisation au regard de l'espace. Mais si on fait un ratio entre l'artificialisation et le poids démographique, en fait, cette artificialisation, elle est 4 fois moins importante, si on le rapporte par habitant, que par rapport à la moyenne nationale. Bon, c'est vrai qu'on a une densité particulièrement importante dans cette région. Alors, qu'est-ce qu'on a non, je n'ai pas fini. Quels sont les quelques enseignements chiffrés, je dirais, tirés de ce bilan? C'est que d'un point de vue théorique, donc le SDRIF offrait à peu près 1315 hectares de consommation d'espace par an. Voilà, bon, c'est un chiffre théorique, hein, comme je dis, il y a un certain nombre de contraintes par ailleurs, et qu'on a constaté entre 2012 et 2017 que c'était près de 600 hectares finalement qui ont été effectivement urbanisés, donc 2 fois moins que ce que le plafond prévoyait pour le SDRIF. C'est plutôt encourageant, ça reste important, mais c'est plutôt encourageant. Mais au-delà de l'approche globale, il y a quand même des situations particulièrement contrastées en fonction de différentes parties du territoire. Qu'est-ce qui explique qu'on en ait fait moins que ce qui était prévu au final? Alors, je vais donner une illustration. Les documents d'urbanisme, finalement, au niveau inférieur, n'utilisent pas toutes les capacités d'extension. Il y a parfois même… C'est les élus qui sont très raisonnables, en définitive? Alors, il y en a qui sont plus ou moins, ça dépend. Comme je dis, il y a des situations très contrastées. On ne peut pas le dire comme ça. Ah bon? Contrasté, donc sur la carte, on ne voit pas bien la légende forcément, mais sur la carte, en fait, là où c'est très rouge, c'est que en fait, les communes ont excédé même les capacités d'extension. Et puis, voilà, là où c'est beaucoup plus clair, en fait, on est en deçà, bien en deçà de ce qui a été… la consommation était bien moindre par rapport à ce qui était possible. Donc, il y a vraiment des situations très contrastées et ça ne vous surprendra pas de voir qu'évidemment, on consomme moins d'espace là où il n'y en a pas, c'est-à-dire en cœur de métropole, que dans les espaces ruraux. Voilà, donc en fait, là, on consomme le plus, hein, sans surprise, c'est plutôt dans la frange plus rurale, mais aussi, dans une certaine mesure, dans l'agglomération centrale. Petite différence… Petite différence avec ce qu'on constate à l'échelle nationale, c'est qu'on dit que globalement, à l'échelle nationale, ce qui consomme le plus, c'est l'habitat. Dans le cas francilien, c'est quand même beaucoup plus équilibré entre l'activité et l'habitat. Et en fait, la tendance entre les deux, c'est que c'est plutôt les activités qui vont prendre le pas progressivement, et je vais me dépêcher, sur l'habitat parce qu'on fait plus en proportion renouvellement urbain qu'en extension. Diapo suivante. Moindre utilisation qui est possible par les opérateurs, j'imagine. Un bout de réponse de Dominique Fija. Voilà. Et un mot particulièrement… En fait, peut-être juste pour dire que la question des SCOT, elle prend et des établissements publics qui portent les SCOT dans le reste de la France, elle a un point important parce qu'on n'a pas le même historique, hein, l'Île-de-France et ailleurs. Et que dans les autres régions, la planification SCOT, elle est bien installée parce qu'il y a des règles qui faisaient que là où on n'avait pas de SCOT, en fait, on limitait l'urbanisation. Donc forcément, c'était assez incitatif. Et on a des régions qui sont plutôt bien couvertes par des SCOT. Et les SRADET, eux, ils sont arrivés après. Donc, c'était plutôt aux SRADET de tenir compte un peu de cet historique que l'inverse. Donc, il y a une participation assez importante et structurante, je pense, dans la question de la consommation d'espace pour les futurs schémas régionaux dans les autres régions. En Île-de-France, cette règle, elle ne s'applique pas, comme en Corse et comme dans les régions d'outre-mer, parce qu'on a des schémas spécifiques. Et du coup, on a un territoire qui est beaucoup moins couvert en SCOT. D'ailleurs, globalement, on a beaucoup moins de documents intercommunaux qu'ailleurs. Ça, c'est un autre sujet. Donc, une couverture assez partielle, autour de 45% du territoire, je crois. Et juste pour dire que la présence de ces SCOT a quand même un intérêt sur le sujet de la consommation d'espace,
c'est qu'on a constaté qu'elle a permis quand même à une échelle intercommunale, plutôt à l'échelle d'un EPCI, parce qu'en plus on a surtout des SCOT mono-EPCI en Île-de-France, de rationaliser un peu les capacités d'expansion offertes par le ZRIF. Donc, en général, ce qu'on a constaté, c'est qu'on diminue, on est plutôt à 50%, enfin, ce qui est assez cohérent avec ce que j'évoquais tout à l'heure, 50% d'utilisation des capacités d'extension. Et comme je sais que je suis trop longue, je vais passer directement à 2 illustrations. On pourra revenir après. Alors, des SCOT faciles, hein, sur des territoires faciles. On a participé, on contribue toujours au SCOT métropolitain. Alors, le premier cas, c'est le SCOT du Roissy Pays de France. On a Institut Paris Région, on a travaillé avec 2 bureaux d'études, Algo et Visea. Alors, ce territoire, c'est un territoire qui est à la fois marqué par une continuité urbaine avec la métropole du Grand Paris. Hein, le sud est particulièrement dense et urbanisé, puis la plateforme aéroportuaire, bien sûr. Mais c'est aussi un territoire qui comporte une grande part d'espace agricole. Et en fait, il a été fait un choix dans le cadre de ce SCOT par les élus de préserver strictement des espaces agricoles qui ont été définis dans le cadre d'une charte agricole avec les départements notamment. Et il y a eu une volonté de sanctuariser véritablement un certain nombre d'espaces agricoles et du coup, le territoire a renoncé explicitement à un certain nombre de capacités d'extension offertes par le SDRIF. Et je pense que ça a diminué, peut-être pas tout à fait 50%, mais pas loin, en fait, par rapport à ce qui était offert. Donc, il y a eu un choix vraiment délibéré voilà, d'être plus sobre. Je sais que ça peut surprendre sur ce territoire-là, mais il y avait un vrai enjeu par rapport à ça. Et deuxième exemple, alors le contexte est un peu différent, le SCOT métropolitain. Donc ça, c'est un SCOT un peu métropolitain, j'entends. SCOT de la métropole du Grand Paris. C'est un SCOT particulier parce que le périmètre il a été défini par la loi. Ce n'est pas une volonté un peu tout. Là, c'est un territoire qui est quand même urbanisé à 90% à peu près. Donc, il n'y a plus beaucoup d'espace à consommer. Et le choix qui a été fait dans le cadre de ce document, c'est un document qui n'est pas encore en vigueur, il a été récemment arrêté, donc les jeux ne sont pas encore complètement faits, mais voilà, il touche au but.